Avant la guerre, 140 navires traversaient chaque jour le détroit d'Ormuz. Le 24 avril 2026, seulement 5 l'ont fait. 5 navires en 24 heures dans la voie maritime qui transportent 25% du pétrole mondial et 20% de son gaz naturel liquéfié. L'un de ces 5 navires était un pétrolier iranien sanctionné, naviguant sans destination déclarée. Parmi les 4 autres, 3 étaient liés à du commerce associé à l'Iran. Pourquoi ? Cela signifie que, dans les faits, le détroit d'Ormuz est fonctionnellement fermé. On parle ici des 20 et 1 000 d'eau les plus importants de la planète. Et ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran à cause de cette fermeture est quelque chose que le monde n'a pas encore pleinement mesuré, parce que l'étranglement d'Ormuz n'est pas seulement une histoire énergétique mondiale. C'est une spirale économique mortelle pour l'Iran, lente, cumulative, et qui accélère vers un point de non-retour. Voilà à quoi ressemble cette spirale en chiffres réels. Et voilà pourquoi ces 5 navires en disent davantage sur l'avenir de l'Iran que n'importe quel missile, n'importe quel drone ou n'importe quelle table de négociation à Islamabad. Pour comprendre ce que 5 navires en 24 heures signifient précisément pour l'Iran, il faut comprendre à quel point l'Iran dépend complètement d'Ormuz pour tout. Pas seulement pour ses exportations de pétrole, pour tout. Plus de 90% du commerce international annuel de l'Iran passe par le détroit d'Ormuz. C'est pas une marge d'erreur. C'est la définition même d'une dépendance existentielle. Les exportations pétrolières iraniennes passant par Ormuz représentent environ 80% de l'ensemble de ses revenus pétroliers. Ces revenus sont ce que le gouvernement iranien utilise pour payer les soldats, financer le corps des gardiens de la révolution islamique, importer de la nourriture, subventionner l'essence, garder les lumières allumées dans les bâtiments gouvernementaux et maintenir les fonctions de base d'un État assiégé. Sans les revenus d'Ormuz, sans les dollars qui entrent chaque fois qu'un pétrolier charge à l'île de Karg et part vers l'Est, en direction de la Chine ou de l'Inde, le gouvernement iranien se retrouve devant une falaise financière qu'aucune rhétorique révolutionnaire ne peut dissimuler. Avant le début de la guerre, le 28 février, l'Iran était déjà en grande difficulté. Le Fonds monétaire international avait estimé que l'économie iranienne reculerait de 1% en 2026, et cela avant même qu'une seule bombe américaine ne tombe. L'inflation avait dépassé 50% en 2025. Le rial avait perdu 60% de sa valeur dans les mois suivant la guerre de 12 jours avec les États-Unis en juillet 2025. L'inflation alimentaire atteignait 105% en février 2026. Le pouvoir d'achat iranien s'était effondré d'environ 90% par rapport au niveau d'avant les sanctions. Le pays était fragile avant la guerre l'a rendu catastrophique, et maintenant arrive le double blocus. Du 28 février jusqu'au début d'avril, l'Iran faisait en réalité quelque chose de remarquable. Tout en bloquant les exportations pétrolières de tous les autres producteurs du Golfe, en fermant Ormuz, l'Iran continuait d'exporter son propre pétrole par le même détroit. Les navires iraniens sont devenus les principaux utilisateurs de leur propre point d'étranglement. L'Iran a exporté 4,24 millions de barils par jour en mars, son plus haut niveau d'exportation en temps de guerre. Et avec le pétrole saoudien, irakien et kovéitien coincés dans le Golfe, l'Iran a pu inverser le prix de son brut sanctionné, passant d'un rabais de plus de $10 le baril par rapport au Brent à une prime de 2 à 3 $. Pendant 40 jours consécutifs, l'Iran a gagné environ 139 millions de dollars par jour grâce aux exportations pétrolières, soit environ 9 milliards de dollars au total. C'était une manne de guerre bâtie sur la souffrance de ses voisins. Cette manne est maintenant terminée complètement, brutalement et potentiellement de façon permanente. Le 13 avril, le blocus de la marine américaine est entré en vigueur à 10 heures, heure de l'Est. Le commandement central des États-Unis a annoncé que tout navire entrant ou sortant de la côte iranienne, sans autorisation, pouvait être intercepté, détourné et capturé. Le premier navire à tester cette mesure, le Tuska battant pavillon iranien, a été saisi par la 30 et une unité expéditionnaire des marines et le destroyer USS Fruance le 19 avril. Le 22 avril, Trump a affirmé que le blocus coûtait à l'Iran 500 millions de dollars par jour.
Les analystes de la Foundation for Defense of Democracies ont estimé les dommages économiques combinés à environ 435 millions de dollars par jour. Oxford Economics a calculé que le blocus pourrait couper 70% des revenus d'exportation de l'Iran. The National a fait les calculs. L'Iran risque de perdre environ 150 millions de dollars par jour en revenus pétroliers directs seulement, mettant fin à une manne de guerre qui était devenue sa principale ligne de vie économique. Et ça empire parce que le blocus ne coupe pas seulement les revenus de l'Iran. Il crée aussi une crise de stockage qui transforme la pression financière en pression industrielle. L'île de Karg est le principal terminal d'exportation pétrolière de l'Iran, responsable de la vaste majorité de ses expéditions de pétrole brut. Quand les exportations s'arrêtent, quand les pétroliers ne peuvent plus charger et partir, le pétrole que les puits iraniens continuent de produire n'a nulle part où aller. Il remplit les réservoirs. Quand le stockage atteint sa capacité maximale, les producteurs doivent fermer des puits. Et fermer des puits, c'est pas comme fermer un robinet. Les champs pétroliers iraniens utilisent la pression des réservoirs pour produire du brut. Quand cette pression est perturbée par un arrêt soudain de la production, le pétrole ne retourne pas proprement dans le réservoir. Il reste piégé dans les minuscules pores de la formation rocheuse. Le résultat, selon des analystes d'Arab News, est une perte permanente de capacité de production. L'Iran pourrait perdre jusqu'à 500 000 barils par jour de capacité de production future de façon permanente. C'est l'équivalent d'environ 15 milliards de dollars de revenus annuels perdus, qui ne pourront jamais être récupérés, peu importe quand la guerre prendra fin. Des analystes ont estimé que le stockage de l'île de Karg pourrait atteindre sa pleine capacité dans les jours suivant l'entrée en vigueur du blocus, forçant des fermetures de puits qui lancent un cycle de dommages qu'aucun accord de paix ne pourra complètement inverser. En même temps, l'Iran fait face à une pénurie d'essence distincte de sa crise d'exportation de brut. L'Iran dépend fortement des importations d'essence. Un paradoxe pour un pays exportateur de pétrole qui s'explique par l'écart entre sa capacité de production de brut et sa capacité nationale de raffinage. Les raffineries iraniennes peuvent traiter 2-6 millions de barils par jour, mais cette capacité est concentrée dans des installations précises que la guerre a endommagées. Avec les routes maritimes bloquées et les routes terrestres instables, l'essence importée dont l'Iran a besoin pour faire fonctionner sa propre économie devient rare. Des analystes préviennent que les pénuries d'essence pourraient frapper selon un calendrier semblable à celui de la crise de stockage pétrolier, soit dans les 2 à 3 semaines suivant l'entrée complète en vigueur du blocus. La cascade financière ne s'arrête pas aux frontières d'Ormuz. Le Trésor américain avertit des banques en Chine, à Hong Kong, aux Émirats arabes unis et à Oman que faciliter le commerce iranien pourrait les exposer à des sanctions secondaires. C'est la couche financière de ce que l'administration Trump appelle la campagne de fureur économique, un effort systématique pour dégrader la capacité de l'Iran à générer, déplacer et rapatrier des fonds. Chaque banque qui cesse de traiter des transactions iraniennes, chaque compagnie maritime qui cesse de charger du fret iranien, chaque port qui refuse des navires iraniens resserre encore davantage l'étau. La capacité de l'Iran à faire circuler de l'argent par les réseaux informels qu'il utilise depuis des décennies pour survivre aux sanctions est comprimée simultanément dans plusieurs directions. Le rial raconte l'histoire la plus directe. Avant la guerre, il s'échangeait déjà à environ 600 000 pour un dollar, un chiffre qui reflète des années de sanctions et de mauvaise gestion. En avril 2026, il s'était effondré à 1,32 millions de rials pour un dollar. C'est pas seulement un problème de monnaie, c'est un problème d'importation, un problème de sécurité alimentaire et un problème de stabilité sociale en même temps. Quand chaque dollar de nourriture, de médicaments ou d'équipements industriels importés coûte 2 fois plus de rials qu'avant la guerre, la population souffre d'une manière que les gouvernements ne peuvent pas facilement contenir. Même les gouvernements qui ont autant d'expérience que Téhéran dans la répression de la dissidence. Et c'est ici que le chiffre de 500 millions de dollars de pertes quotidiennes devient véritablement dévastateur. L'armée et la police iranienne sont payés en rials, mais les intrants nécessaires au maintien d'une force de combat, carburant, munitions, pièces de rechange, composants
fabriqués à l'étranger que l'Iran ne peut pas produire lui-même exigent des dollars. Quand les revenus en dollars s'effondrent et que le rial s'effondre en même temps, le gouvernement fait face à un choix entre nourrir sa population et payer ses soldats. Trump n'était pas dans l'hyperbole lorsqu'il a écrit sur Truth Social que l'armée et la police iranienne se plaignaient de ne pas être payées. Cette pression est réelle, documentée par des rapports internes qui ont fuité dans plusieurs directions. De hauts responsables économiques iraniens auraient récemment averti le président Pezeshkian qu'il pourrait falloir plus d'une décennie pour reconstruire l'économie, même après la fin de la guerre. Le gouverneur de la Banque centrale d'Iran a exhorté Pezeshkian à prendre des mesures urgentes pour stabiliser l'économie, notamment rétablir l'accès complet à Internet, que l'Iran avait coupé comme outil de répression politique, et chercher un accord de paix. La combinaison de ces demandes dit tout sur la pression interne à Téhéran en ce moment. Le gouverneur de la Banque centrale dit à son président « Ouvrez Internet et mettez fin à la guerre ». Ce sont les deux choses auxquelles le gouvernement iranien a le plus fortement résisté depuis le 28 février. Le fait d'être poussé vers les deux simultanément depuis l'intérieur du régime suggère que la pression économique atteint le seuil où l'idéologie commence à perdre face à l'arithmétique. Mais voici la question cruciale vers laquelle pointent toutes ces données. C'est la question que tous les analystes qui observent le double blocus essaient de résoudre. Combien de temps l'Iran peut-il vraiment survivre à cela ? La réponse est réellement incertaine et plus compliquée que ce que les deux camps veulent admettre. L'Iran a déjà survécu à la pression maximale américaine. La campagne de pression maximale de la première administration Trump, de 2010 à 2021, était le régime de sanctions le plus agressif jamais appliqué à l'Iran jusque-là. L'économie iranienne s'est contractée, le rial s'est effondré, l'inflation a bondi et la République islamique n'est pas tombée. Elle s'est adaptée. Elle a trouvé de nouveaux acheteurs de pétrole en Chine, elle a construit des réseaux maritimes fantômes, elle a fait transiter de l'argent par des intermédiaires basés aux Émirats arabes unis, elle a appris à fonctionner dans l'obscurité financière. Chaque ronde de sanctions a élargi la boîte à outils de l'Iran pour survivre à la suivante. Mais les analystes soutiennent que cette fois, la situation est réellement différente et que cette différence compte. Les précédentes campagnes de pression maximale visaient la capacité de l'Iran à exporter. Ce blocus la vise directement en temps réel, avec des moyens navals capables d'arrêter physiquement des navires, et non avec des sanctions que l'on peut contourner par un routage ingénieux. Les navires de guerre peuvent arraisonner, détourner et saisir. La différence entre une sanction et un blocus, c'est la différence entre un mur construit autour d'une maison et une personne debout devant la porte. On peut creuser sous une sanction. Un blocus exige une confrontation. La question est de savoir qui cligne des yeux en premier. Est-ce le gouvernement iranien qui manque de dollars et de capacité de stockage et qui fait face à la pression interne de ses propres responsables économiques, ou est-ce l'administration Trump qui gère simultanément 3 groupes aéronavals, un cessez-le-feu fragile, des avertissements chinois au sujet d'Ormuz et un calendrier politique intérieur américain qui finira par exiger des résultats. Robin Brooks de la Brookings Institution l'a dit clairement. Le blocus ferme l'une des principales lignes de vie de Téhéran et rapproche le moment où la balance des paiements de l'Iran frappera un mur. Et Brooks a ajouté, l'efficacité de ce blocus et la peur qu'il instille en Iran ramèneront probablement Téhéran à la table des négociations de bonne foi. Cette expression de bonne foi est celle qui compte parce que l'Iran n'a pas été à la table d'Islamabad de bonne foi. Il est venu avec des demandes maximalistes. Il a exigé des réparations. Il a exigé la levée de toutes les sanctions. Il a exigé la reconnaissance de son programme nucléaire. Il a exigé des garanties de sécurité si larges qu'elles auraient neutralisé de façon permanente la puissance américaine dans la région. Ces demandes étaient des positions de négociation conçues pour obtenir le maximum tout en donnant le minimum. C'étaient les demandes d'un gouvernement qui croyait avoir encore de l'influence. 5 navires en 24 heures, c'est ce qui se produit quand cette influence disparaît. Quand les réservoirs de l'île de Karg se remplissent, quand les puits commencent à être fermés, quand les pénuries d'essence se propagent des villes aux bases militaires, quand les soldats cessent de recevoir
leur salaire à temps, quand le rial atteint 5 millions pour $1, puis 2 millions. Quand le gouverneur de la Banque centrale supplie le président de mettre fin à la guerre. Quand l'inflation alimentaire de 100% devient 150%. Quand le peuple iranien, qui a déjà enduré la répression la plus brutale depuis 1979, qui a vu son guide suprême assassiné dans une frappe américaine, qui a vécu 8 semaines d'attaques de missiles et d'effondrement économique, commence à se demander si le prix de cette guerre vaut n'importe quelle idéologie gouvernementale. Voilà l'étranglement. Pas un effondrement soudain, mais une pression lente, cumulative, qui accélère. 5 navires, là où 140 passaient auparavant. Le stockage qui se remplit à Karg, les puits qu'on ferme, les rials qui deviennent sans valeur, les soldats qui demandent où est passée leur paix, des ministres qui disent au président qu'il faudra une décennie pour se relever. Hormuz n'est pas seulement l'arme de l'Iran. C'était aussi depuis toujours sa ligne de vie. La même voie maritime que l'Iran a fermée pour étrangler l'économie mondiale est celle dont il a besoin pour exporter son pétrole, importer ses biens et financer son armée. En fermant Hormuz comme arme, l'Iran a remis aux États-Unis le point d'étranglement parfait à utiliser contre lui. Et le blocus américain, des navires de guerre physiquement placés entre l'Iran et l'économie mondiale, utilise maintenant ce point d'étranglement à son plein potentiel. 5 navires en 24 heures, l'un d'eux iranien, les autres comptant à peine. Une voie maritime qui transportait autrefois le quart du pétrole mondial ne transporte maintenant que l'équivalent économique d'un mince filet. C'est pas un blocus qui gagne rapidement, c'est un blocus qui gagne lentement, méthodiquement, irréversiblement. Et l'Iran manque de temps pour décider si un accord aux conditions de Washington est pire que ce que 5 navires en 24 heures finit par devenir. Il y a une autre dimension à cette histoire que la plupart des gens manquent. Et c'est la dimension qui fait du chiffre des 5 navires non pas seulement une statistique économique, mais un tournant géopolitique. L'Iran a choisi cela, il faut le dire clairement, parce qu'il est facile de le perdre de vue dans la cascade de données sur les navires bloqués, les rials qui s'effondrent et les réservoirs qui se remplissent. L'Iran a fermé Hormuz, l'Iran a pris la décision, le 28 février, lorsque les États-Unis et Israël ont frappé son territoire, de répondre en transformant le plus important corridor pétrolier du monde en armes. Cette décision était stratégiquement rationnelle sous un certain angle. Elle donnait à l'Iran un levier maximal sur l'économie mondiale au moment où il était le plus vulnérable, forçant non seulement l'Amérique, mais chaque nation importatrice de pétrole sur Terre à avoir un intérêt dans le destin de l'Iran. Mais une stratégie ne vaut que par sa durabilité. Et la stratégie iranienne d'Hormuz porte une faille fatale dans sa conception. L'Iran ne peut pas survivre sans Hormuz plus longtemps que le monde ne peut survivre sans lui. Au moment où l'Iran a fermé le détroit comme arme, il a commencé à détruire le flux de revenus même qui garde son gouvernement fonctionnel. Chaque jour où Hormuz restait fermé était un jour où les exportations pétrolières de l'Iran étaient aussi interrompues. Chaque jour où le blocus se resserre est un jour où cette faille devient plus évidente. Les chiffres le confirmant avec une clarté brutale. L'Iran a gagné 9 milliards de dollars de revenus pétroliers en 40 jours lorsqu'il était le principal utilisateur d'Hormuz en mars. Maintenant, ses revenus sont tombés près de zéro. Le blocus a repris la manne et prend maintenant aussi l'argent que l'Iran avait avant la guerre. Le stockage à l'île de Karg se remplit. La capacité de production future est endommagée de façon permanente chaque jour où des puits sont fermés. Et les routes d'exportation alternatives de l'Iran, le terminal de contournement de Jask sur la côte du golfe d'Oman, les ports de la Caspienne, peuvent collectivement remplacer moins de 10% de la capacité normale de transit d'Hormuz. Il n'y a aucune façon de contourner cette arithmétique. L'alternative iranienne à Hormuz n'est pas une alternative. C'est un canot de sauvetage qui ne peut pas porter la charge. La menace de sanctions secondaires rend tout cela encore plus écrasant. Avant le blocus, la Chine achetait du pétrole iranien malgré les sanctions américaines, exploitant l'application incohérente qui a caractérisé les précédentes campagnes de pression maximale. Des banques chinoises traitaient des transactions iraniennes. Des raffineries chinoises achetaient du brut iranien à prix réduit, donnant à Pékin du pétrole bon marché
et à Téhéran une ligne de vie financière qui a gardé le régime en vie à travers 4 années de Trump, la pression maximale et l'interlude Biden. Maintenant, le Trésor américain menace ces mêmes banques chinoises de sanctions secondaires. L'équivalent financier de dire « continuez à commercer avec l'Iran et perdez votre accès au système financier américain », c'est une menace existentielle pour ces institutions financières chinoises. Elles sont intégrées à l'architecture financière mondiale fondée sur le dollar. Les banques chinoises peuvent survivre sans commercer avec l'Iran. Elles ne peuvent pas survivre en étant coupées du système du dollar. La menace de sanctions secondaires est l'arme la plus efficace de l'arsenal économique de Washington. La déployer contre les banques chinoises qui facilitent le commerce iranien en même temps que le blocus naval représente une pression simultanée sur 2 fronts que l'Iran n'a jamais affrontés avec une telle intensité. Et il y a un autre facteur qui aggrave tout cela. Le problème des dommages permanents. Quand cette guerre prendra fin, que ce soit par un accord ou par l'épuisement, l'Iran fera face à un défi de reconstruction différent de tout ce qu'il a connu auparavant. Des responsables économiques iraniens ont déjà dit au président Pezeshkian qu'il pourrait falloir plus d'une décennie pour reconstruire. C'est pas du défaitisme. C'est une évaluation technique de ce que des années de dommages de guerre aux infrastructures pétrolières, une perte permanente de capacité de production liée à la fermeture des puits, des réseaux financiers détruits, des relations commerciales effondrées avec les voisins du Golfe et une confiance des investisseurs étrangers brisée représentent réellement. Des économistes iraniens estiment que le blocus pourrait produire des pertes de revenus pétroliers à long terme allant jusqu'à 14 milliards de dollars par année de façon permanente. C'est de l'argent qui ne reviendra pas lorsque les sanctions seront levées parce que la capacité de production derrière ces revenus aura été irréversiblement endommagée par les fermetures forcées de puits. L'analyse d'Arab News est sévère. Il pourrait s'agir d'une désindustrialisation permanente du secteur d'exportation le plus critique de l'Iran, verrouillé par un blocus qui n'en est encore qu'à sa 2e semaine. Le coût humain derrière ces chiffres mérite d'être nommé, non pas parce que cette vidéo parle de politique. Elle parle de faits durs et de leurs conséquences. Mais parce que ce que 5 navires en 24 heures signifie au niveau de la rue à Téhéran, au Khouzestan, à Bandar Abbas, est différent de ce que cela signifie dans un tableur. Cela veut dire des prix alimentaires qui montent plus vite que les salaires. Cela veut dire des files d'attente pour l'essence dans des stations qui ont de moins en moins quelque chose à pomper. Cela veut dire un rial devenu si sans valeur que les gens échangent en or, en dollars et en tout ce qui conserve mieux sa valeur que leur propre monnaie. Cela veut dire des familles déjà écrasées par l'inflation d'avant-guerre poussée au-delà de ce que la vie quotidienne peut absorber. De hauts responsables iraniens auraient averti que la balance des paiements de l'Iran pourrait frapper un mur d'ici quelques semaines. Quand la balance des paiements d'un gouvernement frappe un mur, il ne peut pas payer les importations. Il ne peut pas honorer ses obligations. Il ne peut pas maintenir les fonctions de base de l'État. Ce qui arrive ensuite n'est pas contrôlé par l'idéologie, c'est contrôlé par l'arithmétique. Et l'arithmétique n'a pas de comité révolutionnaire. La question de savoir combien de temps l'Iran peut survivre à l'étranglement d'Ormuz est donc aussi une question de ce que signifie survivre. Survivre comme État au seuil nucléaire, avec une intégrité territoriale et une économie fonctionnelle, le blocus rend cette survie plus difficile chaque jour. Survivre comme régime qui contrôle sa population par une combinaison de répression et de gestion économique. La partie gestion économique s'effondre en temps réel. Survivre comme puissance militaire capable de menacer ses voisins et de projeter une influence régionale. La guerre a déjà fortement dégradé cette capacité. 158 navires iraniens auraient été détruits. Le réseau de défense aérienne systématiquement démantelé. Les infrastructures de commandement et de contrôle frappées. Ce que l'Iran conserve, c'est l'entêtement, la résilience institutionnelle et une population conditionnée par 4 décennies de sanctions à endurer des conditions qui feraient tomber la plupart des gouvernements. Ce sont de vrais atouts. Il ne faut pas les sous-estimer. Mais 5 navires en 24 heures là où il y en avait 140, ce chiffre n'est pas soutenable. Pas pendant une semaine, pas pendant un mois, pas pendant toute la durée de la volonté politique que Washington
pourra maintenir pour son blocus. Quelque chose doit céder. La seule question est de savoir ce qui cède en premier, l'économie iranienne ou la patience américaine. Et avec 435 millions de dollars de dommages quotidiens qui s'accumulent, l'île de Karg qui se remplit vers des réductions forcées, le rial à 1, 32 millions pour $1, l'inflation alimentaire à 3 chiffres, des soldats qui seraient impayés et une population qui a déjà traversé une répression ayant tué des milliers de personnes, l'arithmétique va dans une seule direction. 5 navires. Voilà à quoi ressemble l'étranglement vu de l'extérieur. De l'intérieur de l'Iran, cela ressemble à un gouvernement coincé entre le poids d'une guerre qu'il a choisie et les conséquences d'un point d'étranglement qu'il a transformé en arme contre lui-même. Le détroit d'Ormuz était la dernière ligne de vie de l'Iran. Et 5 navires en 24 heures, voilà à quoi ressemble une ligne de vie qu'on tue lentement.